Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue donc à cette conférence dont la thématique est le plan directeur de production et d'ordonnancement dans un contexte d'entreprise agile et dans le cadre de l'industrie du futur. Je suis Franck Eschenberger, je suis directeur du Business Development Manufacturing au sein de Keonis, premier intégrateur et partenaire de Dassault Systèmes dans le monde du PLM. Et je suis accompagné aujourd'hui par Olivier Domary, responsable commercial chez Dassault Systèmes, qui va donc rentrer un petit peu plus dans les détails de cette thématique. Mais avant de lui donner la parole, je souhaiterais remettre ce sujet dans le contexte justement qui nous occupe aujourd'hui. C'est assez populaire sur le salon cette année dans le cadre de l'industrie du futur. En effet, l'industrie du futur commence maintenant. La plupart des technologies dont on parle dans l'industrie du futur sont des technologies qui sont d'ores et déjà disponibles et dont certaines apportent des retours sur investissement qui sont déjà très très intéressants. Et on va le voir dans le cadre de notre présentation. Donc l'industrie du futur, en fait, c'est une initiative qui a été prise dans pratiquement tous les pays industrialisés. En Allemagne, ça s'appelle Industrie 4.0, en France, Industrie du futur. Et l'objectif qui est derrière ça, c'est de dynamiser, de rendre plus productives les industries de ces différents pays, de les rendre plus compétitives, plus modernes. Souvent dans des objectifs qui peuvent être aussi de protection d'une industrie existante ou de développement de nouveaux marchés, comme ça peut être le cas, par exemple pour des pays asiatiques, ou de réindustrialisation de territoires, comme ça peut être justement le cas aussi pour la France par exemple, mais surtout par exemple aussi pour l'Angleterre. Une des initiatives majeures qui se cache derrière cette transformation, c'est justement la maîtrise de la data, la digitalisation de la chaîne de valeur dans une entreprise, la maîtrise de la donnée, de l'information, donc fournir la bonne information au bon moment, au bon endroit. C'est ce qu'on appelle justement, c'est ce qui sous-tend la terminologie de quatrième révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'est la mécanisation. Donc avec les premiers métiers à tisser, la machine à vapeur, on exploite le fer et le charbon et on produit de la vapeur comme force motrice des machines. Deuxième révolution industrielle, c'est la production de masse avec l'arrivée de l'électricité et du pétrole principalement. Troisième révolution industrielle, c'est l'automatisation qui est arrivée avec l'électronique, les ordinateurs, l'informatique, qui va apporter donc de grandes transformations. Et la quatrième révolution industrielle, c'est la connexion, c'est les notions de réseau. Et même dans cet environnement-là, ça évolue très très vite. On a commencé tous par connaître l'Internet du contenu, donc des photos, des vidéos, du texte, des images. On passe très très rapidement à l'Internet des people, où c'est les réseaux sociaux, où les gens se mettent en connexion les uns avec les autres et interagissent. Et on arrive aujourd'hui à l'Internet des objets, où on va pouvoir dialoguer directement entre machines, ce qu'on appelle le machine to machine, ou entre un humain et une machine, et réciproquement. Et là aussi, ça permet de créer des choses qui sont assez intéressantes. On appelle ça des process connectés ou des systèmes de systèmes. Les voitures connectées interagissent avec votre propre smartphone. La voiture interagit avec son environnement, son infrastructure via le GPS. Le réseau routier interagit avec votre véhicule, qui interagit avec la ville, qui interagit avec son système d'énergie, de transmission d'énergie. Donc tous les systèmes deviennent connectés les uns avec les autres. Et évidemment, on en arrive à ce qu'on appelle des business connectés, puisqu'on va en tirer de la valeur et créer des nouveaux usages. Alors l'usine aujourd'hui, pour en revenir à notre contexte, se modernise de plus en plus et elle devra embrasser quelques caractéristiques particulières qui sont assez récentes, mais on le voit bien en France, notamment dans ce qu'on appelle l'industrie du futur, c'est l'homme au centre de l'entreprise et donc l'homme au centre de l'usine. Comment on va pouvoir l'aider à produire mieux, plus vite et avec une meilleure qualité, dans un environnement qui va être écologique, c'est important que ce soit donc, dans un environnement durable et évidemment économiquement fiable. Un certain nombre de caractéristiques, donc de qualités que devront avoir les usines nouvelles ou la transformation qui est opérée par les usines existantes. Et puis un certain nombre de technologies, comme je le disais, qui sont pour certaines d'ores et déjà disponibles, d'autres avec des niveaux de maturité qui ne sont pas tout à fait
dans des niveaux très complètement matures. On le voit aujourd'hui particulièrement par exemple avec l'impression métallique 3D qui ne permet pas encore des productions de masse, ou la cobotique, la collaboration entre l'homme et le robot qui progresse très très vite, mais qui va encore plus progresser, ou comme vous avez pu le voir encore assez récemment dans la presse, l'intelligence artificielle qui offre aujourd'hui des perspectives qui sont très très intéressantes et qui vont aussi avoir un impact direct dans les usines. Donc assez souvent par rapport à ce parcours, cette évolution, les patrons d'entreprises, principalement PME, PMI, sont un peu perdus dans ce parcours de transformation du digital. Donc il y a une association qui a été montée qui s'appelle l'Alliance pour l'Industrie du Futur, dont vous avez donc le lien qui s'affiche ici, qui va vous permettre de faire déjà un autodiagnostic entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous devriez être et comment vous vous interagissez avec ces nouvelles technologies. Et en fait, ce qu'on a l'habitude de dire quand les patrons de sociétés viennent nous voir, c'est par quoi je démarre. C'est souvent ce qu'on leur répond, c'est travailler sur ce qu'on appelle des quick wins, des petits projets d'une durée de 3 à 4 mois, avec des investissements dont le retour sur investissement va être de l'ordre de 6 à 12 mois. C'est exactement ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui avec la planification et l'ordonnancement, puisqu'assez souvent, on constate chez les PME, PMI, que le point de départ, c'est le plan orga. Donc vous avez la planification qui s'affiche avec des fiches cartonnées. Donc c'est quand même assez limité en termes d'évolutivité et puis surtout de dynamisme par rapport à l'agilité qu'on souhaiterait avoir dans l'entreprise. Et aussi beaucoup encore d'Excel qui apporte déjà une numérisation un petit peu plus importante, puisqu'on est quand même dans des outils entre guillemets numériques, mais qui n'offrent pas la souplesse et les gains qu'on peut attendre justement d'un outil de type planification dit 4.0. Et c'est ce que va vous nous expliquer aujourd'hui et maintenant donc Olivier. Merci. Alors, avant d'aborder le sujet de la planification, un petit tour au niveau de la continuité numérique, puisque c'est important d'avoir cette notion de continuité numérique dans la transformation digitale, et pour positionner notamment les enjeux du planning et de l'ordonnancement. Alors, on commence ici par en bas à gauche, donc on est plutôt dans l'engineering, la création, l'ingénierie, où cette continuité digitale peut également s'interconnecter avec la planification et l'ordonnancement. L'objectif, le rôle en tout cas des solutions d'engineering, c'est de faire bien la première fois. Donc on est aussi bien dans le monde réel que dans le monde digital. On parle beaucoup de virtual twin notamment, de continuité numérique également dans l'engineering des procédés, des processus de production ou tout simplement de simulation de flux. Donc on parle dans ce cas-là d'industrial efficiency. Concernant la planification et l'ordonnancement, on se retrouve dans un enjeu très important qui est livré à l'heure. Alors il y en a d'autres qui sont subalternes, mais finalement ce qu'on recherche c'est livrer dans les temps. Et de manière tout à fait complémentaire, il y a aussi le monde de l'exécution, donc on appelle ça le MOM, Manufacturing Operation Management. Donc on retrouve notamment les solutions du type MES qui vont servir des intérêts en termes de qualité, de suivi d'avancement de production et de réduction des coûts et d'organisation de la main-d'œuvre. Donc tout ceci chez Keonis est proposé et dans une logique de continuité numérique. Alors, ça c'était pour imager un petit peu. Donc on retrouve en bas à gauche deux procédés d'ingénierie. Donc soit on est sur le travail sur un processus de fabrication donnée. On va simuler en 3 dimensions des étapes de la production en prenant en compte les produits ainsi que les moyens de production. Sur la droite, on est sur un procédé un petit peu plus complexe de digitalisation complète d'une usine avec l'ensemble des flux, l'ensemble des matières, le positionnement des hommes également. Sur la droite, on est sur donc le MOM, où on est dans une usine où on va monitorer étape par étape l'avancement de production, alors en quantité, en pourcentage, peu importe, et quel que soit le type d'activité, qu'on soit aussi bien dans l'industrie du process, les médicaments par exemple, ou dans l'industrie discrète, la fabrication d'avions ou de grosses pièces mécanisées. Et en haut, on est sur une optimisation, l'optimisation de la supply chain, avec notamment la planification et l'ordonnancement. Et par ordonnancement, on va entendre le séquencement de la production. On va y revenir un petit peu plus loin. Donc ça, c'est pour positionner le planning
dans le monde du manufacturing. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser finalement à comment on situe le planning dans une entreprise à l'ère du digital. Alors un petit peu d'histoire pour voir un petit peu d'où on vient. On en parlait tout à l'heure avec les plannings muraux. Donc c'est vrai qu'au milieu du XXe siècle, on était essentiellement sur des plannings muraux, beaucoup de papier. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée des ERP qui ont quand même fluidifié un petit peu les choses, apporté l'informatique dans l'entreprise, avec 2 processus liés à la planification que sont le MRP1 et le MRP2. On est venu compléter ça avec le temps, on en parlait aussi tout à l'heure avec des outils comme Excel, donc qui se sont globalement généralisés dans l'entreprise. Et on a bien sûr aujourd'hui des solutions, comme le propose Kionis, qui permettent de faire ce qu'on appelle le travail pour la Smart Factory, tout ce qui est digital, collaboratif, et on parle d'APS. Donc d'ordonnancement, APS, Advanced Planning and Scheduling. Alors, il y a un constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, bien que les solutions du bas soient disponibles, donc quelque chose de complètement numérisé, digital, on utilise dans l'entreprise des outils qui sont exclusivement manuels pour planifier et ordonnancer, statiques. On parlait d'Excel, effectivement, c'est un pas vers le numérique, mais on est sur des outils qui ne seront pas collaboratifs, qui ne sont pas intégrés, notamment à l'ERP, au système d'information, qui sont donc complètement statiques, avec aucune interaction à partir du moment où on fait des modifications. Consommateur de temps, parce qu'effectivement c'est long, c'est fastidieux, non collaboratif, je le disais, et dépendant des experts. Alors je donne un exemple, mais une feuille Excel, vous avez des planificateurs, des ordonnanceurs qui passent des années à peaufiner leur feuille Excel et qui d'ailleurs ont beaucoup de mal à la lâcher pour passer à autre chose. Et par contre, il n'y a que eux qui sont en mesure de la comprendre. Alors, c'est déjà un bon pas vers la numérisation, mais ça n'est pas suffisant. Et pourtant, des outils existent. Alors tout ceci favorise ce qu'on combat beaucoup dans l'entreprise, c'est le travail en silo. Parce qu'effectivement, chacun est obligé de développer autour de l'ERP par processus de planification. La planification, on entend plutôt ce qui est au-delà de 6 mois, moyen, long terme. Et l'ordonnancement, on est plutôt sur le court terme, entre 2-3 semaines jusqu'à 2-3 mois. Et chacun, dans chaque atelier, va développer finalement son outil Excel qui lui va bien. Mais on va être dans une approche très centrée, très locale, on va dire, au niveau de l'atelier. Alors là, on voit dans cet exemple, on a un planificateur qui est au niveau de l'ERP, on est plutôt sur le long terme, et puis ensuite un certain nombre d'ateliers qui sont pourtant interconnectés, puisqu'ils produisent des pièces pour un client final, c'est une commande unique, mais il y a plusieurs types d'ateliers, un atelier d'usinage, un atelier d'assemblage par exemple, et voire de la sous-traitance aussi. Mais du coup, on a une désynchronisation complète de la production, donc on va générer des temps morts, on va générer beaucoup de stocks d'encours, beaucoup de stocks de matières premières également, et beaucoup d'imprécisions et d'incertitudes dans la capacité à générer et à pouvoir dire à un client votre pièce sera prête à tel moment. Donc on modélise un petit peu, on ne dénigre pas du tout l'ERP parce que l'ERP c'est une pièce maîtresse obligatoire dans l'entreprise, on la légitime beaucoup pour tout un tas de fonctions qu'elle fait très bien et pour lesquelles l'ERP n'est pas remplaçable. En revanche, l'ERP pour planifier nécessite l'utilisation d'Excel et on arrive effectivement à produire. Le meilleur exemple pour la production, parce que c'est ce que fait l'ordonnancement, c'est on fait le Tetris de l'usine, on a des blocs et on doit les faire coïncider au mieux. Donc on arrive quand même à livrer, on ne dit pas le contraire, mais c'est quand même quelque part chaotique et compliqué. Alors que, je reprends les points de tout à l'heure, on a souvent des temps morts, des temps de cycle mal maîtrisés, finalement des coûts qui ne sont pas maîtrisés non plus, ainsi que les délais. Alors que finalement, si on remplace cette photo par un APS, qui va pouvoir lui adresser l'ensemble des couches de planification, c'est un seul et unique outil, mais qui va s'adresser aussi bien au master planner qui va gérer sur le moyen long terme, que sur l'ordonnanceur qui va gérer lui son atelier, mais avec une logique d'interconnexion globale entre les différents ateliers et donc de synchronisation et donc de collaboration aussi, puisqu'il y a des modes collaboratifs qui existent. Voilà. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, 70% des entreprises aujourd'hui planifient avec Excel, ordonnance avec Excel, et nous sommes dans un moment où bien sûr c'est en train de changer. Il y a une vague depuis 2-3 ans et on constate ça chez nos clients, chez nos prospects, pour finalement avoir quelque chose de beaucoup plus efficient qui s'approche à de l'excellence opérationnelle, où on va effectivement retrouver notre Tetris
mais avec une qualité un peu supérieure en termes d'ordonnancement et de planification. C'est moins chaotique, on délivre dans les temps et on génère de la valeur. Alors, on va s'intéresser bien sûr aux bénéfices et au ROI, tu le disais tout à l'heure. On est sur des solutions qui sont abordables pour les entreprises et qui génèrent des ROI inférieurs à 12 mois. Et ce qui est relativement rare dans le monde du software, d'avoir des paybacks aussi rapides et constatés, puisque autant, je vous disais tout à l'heure, il y a une vague effectivement qui est favorable aux APS depuis quelques années, mais des solutions comme celle que propose Keonis existent depuis 30 ans. Donc on a du recul et on est capable de parler de ROI. Alors ils sont de plusieurs types. On parle de bénéfices qui vont être organisationnels, dont on va avoir du mal à mesurer les effets financiers. Donc également des ROI plutôt stratégiques. Par exemple, quand on sert la grande distribution, c'est stratégique de livrer à temps. Parfois ça ne rapporte pas forcément plus, mais ça peut être stratégique parce qu'on s'évite des pénalités. Et puis bien sûr des ROI financiers, parce que c'est là-dessus qu'on calcule les paybacks. D'une manière générale, quand on met une solution de type APS, on va, alors si on a une usine, bien sûr, on va la déployer dans une seule usine, mais globalement, on a une approche globale. Parce qu'on va vouloir standardiser et harmoniser les outils dans l'ensemble de ces usines, pouvoir faire bénéficier toutes les usines des bonnes pratiques, faire des benchmarks notamment entre les différentes usines, et puis améliorer l'excellence opérationnelle au travers de l'amélioration continue. C'est un outil de l'amélioration continue. Alors les bénéfices, ils sont nombreux. Alors, on ne retrouve pas forcément tous ces bénéfices en même temps chez un client, mais en tout cas, on les retrouve au moins par 3 ou par 4 systématiquement. Donc la diminution des temps de cycle, grâce à la maîtrise des processus de production, l'augmentation du taux de service, le livret à temps, la diminution des stocks, aussi bien de matières premières que les stocks d'encours. Alors tout ça, pour une raison très simple, c'est que la solution APS va être capable, en s'interconnectant avec l'ERP, de produire un planning à capacité finie. Et c'est bien ça qui manque à l'ERP, c'est être capable de faire de manière native de la capacité finie. Donc, c'est-à-dire adapter vraiment la charge attendue à la capacité de l'usine. Donc on parle de capacité infinie. Donc les solutions Keonis permettent d'avoir de la capacité finie. Et donc le calcul MRP, c'est un peu technique, mais de l'ERP, va se baser sur un planning qui correspond à la réalité et donc va forcément tendre à diminuer les stocks et à ne produire à un moment donné que ce dont on a vraiment besoin. Donc c'est bénéfique pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Sur la droite, la partie communication et temps, ben oui, on va plus vite pour faire son planning et on a un outil pour collaborer avec les autres et communiquer autour d'un planning avec la supply chain, la production, la qualité, le commerce également. Diminution des coûts, par effet de levier, on augmente la productivité. Si on a 10 usines, on augmente de 5% sa productivité dans toutes les usines. On a gagné une moitié d'usine, donc on peut repousser des investissements, rentabiliser. Et donc la réactivité, bien sûr, puisqu'on est sur un outil qui est dynamique et qui va être capable de refléter tout de suite un changement et d'en mesurer les impacts. Alors, pour terminer, un exemple d'intégration. Je reviens sur l'objectif initial qui était la continuité numérique, où là on voit qu'on a donc dans le carré bleu en haut à droite le processus MRP qui est complété par les outils APS, donc le PDP par exemple, ainsi que l'ordonnancement. Et on fonctionne en termes de continuité numérique avec l'ensemble des solutions disponibles, par exemple donc du dessin, conception assistée par ordinateur, CATIA par exemple, qui va fonctionner avec cet écosystème ERP. On peut avoir des solutions de type digital manufacturing où on va simuler des scénarios, des processus de production, simuler même virtuellement une usine complètement, avec des interactions avec le planning, parce qu'on a le droit, même dans le monde virtuel, de simuler des ordres de fabrication et de voir comment est-ce qu'on est capable de produire en réalité et de tenir des engagements de taux de service. Et en bas, le MOM, donc là on est sur le suivi de la qualité, la traçabilité, l'exécution, on est sur aussi donc, tout ce qui est MES. Nous en avons terminé. Oui, alors Manufacturing Operation Management, donc management des opérations de production. Voilà, je n'ai pas le terme en français mais c'est celui-ci. Voilà. Merci.